Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour notre webinaire retraite, rente ou capital. Je vous présente mon collègue, monsieur Xavier Grandjean, conseiller financier pour la région de la Riviera et planificateur. Dans l'onglet Conversation ou chat, vous pourrez poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de la présentation. De plus, cette présentation vous sera adressée avec la vidéo par email dans les jours qui viennent. Quelques mots pour vous parler de Retraite Populaire. Retraite Populaire est un acteur important dans la prévoyance du canton de Vaud. Nous avons différents mandats, dont la gestion de la caisse de pension de l'État de Vaud, la caisse intercommunale de pension, ainsi que d'autres plus petites caisses de pension. Actuellement, un avoir en gestion de près de 30 milliards, une très bonne présence en termes d'immobilier avec près de 15 000 objets en location dans le canton. Nous accompagnons nos clients dans le cadre de leur acquisition immobilière en termes de prêts. Mais avant tout, nous sommes actifs dans la prévoyance privée individuelle. Ce webinaire va se dérouler sous la forme d'un échange entre Xavier et moi. Nous allons pouvoir débuter. Tout affilié à une caisse de pension se posera un jour la question rente ou capital. Il n'existe malheureusement pas de réponse idéale. Nous allons simplement vous donner quelques pistes de réflexion aujourd'hui. Voilà. Alors, peut-être juste avant de débuter et de passer la parole à Xavier, je vais vous montrer quelques chiffres intéressants. Comme vous pouvez le constater sur ce slide relativement récent, de plus en plus d'affiliés renoncent à prendre la totalité de leurs prestations sous forme de rente, comme le prévoit la LPP. En effet, en 2022, cela représentait 56% des retraités. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Comme c'est un choix définitif qui n'intervient qu'une seule fois dans sa vie, mieux vaut prendre la bonne décision. Alors Xavier, rente ou capital? Merci Milko. Alors tout d'abord, pour débuter cette présentation, je vais exposer les principaux avantages, les principaux inconvénients du choix de la rente. Déjà, au niveau des avantages, il y a l'avantage de la sécurité financière à vie. En effet, la rente, elle est garantie à vie, ce qui peut être rassurant pour les personnes craignant de vivre plus longtemps que prévu ou de mal gérer son capital. On oublie souvent au niveau de la rente qu'il y a une protection au niveau du conjoint. Parce qu'en effet, lorsqu'on va être à la retraite, on va toucher sa rente et en cas de décès, si on est marié, le conjoint va continuer à toucher le 60% de la rente que le défunt touchait. Et ceci à vie. Donc il y a une protection au niveau du couple, une protection au niveau du conjoint. Certaines caisses de pension, soit la majorité des caisses de pension, reconnaissent également le concubinage. Donc le concubin pourrait aussi obtenir une protection sous forme de rente garantie à vie. Pour le concubin, toujours se renseigner dans sa caisse de pension s'il est reconnu ou pas reconnu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, s'il est reconnu, de savoir comment on doit agir au niveau de la caisse de pension pour le faire reconnaître. En général, il faut remplir un formulaire d'annonce du concubinage il faut en général avoir 5 ans de vie commune. Au niveau des avantages, toujours, il n'y a pas de gestion nécessaire. Vous n'avez pas à vous soucier de gérer votre argent ou de l'investir, car l'institution de prévoyance va le faire pour vous. Maintenant, parlons des inconvénients. Au niveau des inconvénients, il n'y a pas de transmission du capital. En cas de décès, la rente, elle s'arrête. Dans la plupart des cas, donc s'il n'y a pas de conjoint, pas de concubin reconnu, il n'y a pas de restitution de capital pour les héritiers. Généralement, la rente n'est pas indexée au niveau de l'inflation. Donc, ça veut dire que son pouvoir d'achat peut diminuer si on connaît une forte inflation.
Et au niveau de la fiscalité, parlons-en de la fiscalité. La fiscalité a toute son importance, étant donné que la rente, elle, sera considérée comme un revenu imposé à 100% avec les autres revenus. Par exemple avec l'ABS, le revenu du conjoint, si vous avez une activité accessoire, la valeur locative de votre bien si vous êtes propriétaire. Donc tous ces revenus vont s'additionner en termes fiscaux. Maintenant, au niveau du capital, les avantages du capital, c'est la flexibilité. Flexibilité, on a un contrôle total de son argent, ce qui permet de l'utiliser comme bon nous semble. Transmission aux héritiers, effectivement qu'en cas de décès prématuré, s'il reste du capital, ce capital sera restitué aux héritiers. Une certaine liberté d'investissement, si le capital est bien géré, le capital peut générer des rendements intéressants grâce au placement. Mais par contre, on va aussi supporter le risque de placement, donc il faut être prêt à prendre un petit peu de risque. Et au niveau de la fiscalité, je vous propose qu'on parle de ce point juste après. Par rapport aux inconvénients maintenant, il y a quand même le risque de mauvaise gestion, de faire une erreur de placement par rapport à son argent et de faire une perte. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de garantie de revenus à vie. Tout va dépendre de sa longévité, donc de combien de temps on va vivre après la retraite. Et ça va dépendre aussi des placements que nous allons faire avec cet argent. Parlons maintenant de la fiscalité du capital, qui est présentée ici comme un avantage. Pardon, je me suis perdu là. Voilà. Fiscalité du capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capital, il ne peut pas être retiré en plusieurs fois. Donc, c'est lorsque vous allez prendre la retraite que le capital va être versé. C'est un impôt unique qui va être prélevé d'une manière immédiate. Donc, vous touchez le capital et vous recevrez peu de temps après une facture du fisc au niveau de la fiscalité de l'imposition de ce capital. L'impôt, c'est un impôt sur le revenu, mais c'est un impôt séparé des autres revenus à un taux préférentiel. Ce taux préférentiel, c'est 1/5 des barèmes vaudois et fédéraux, respectivement entre 1 et 9%. Étant donné que c'est un impôt sur le revenu, plus le capital va être élevé, plus le pourcentage d'imposition sera élevé. Et ensuite, lorsque le capital est versé, il fera partie de votre fortune. Milko, est-ce que tu vois une autre solution entre la rente et le capital? En effet, il existe le mix des deux, c'est-à-dire opter pour une partie en rente et une partie sous forme de capital. Cela permet de combiner une certaine sécurité financière avec un revenu régulier acquis par la rente, tout en bénéficiant de la flexibilité de l'utilisation du capital. La majorité des caisses de pension vous permettront ce choix. Mais pour prendre la bonne décision, la décision la plus favorable en fonction de sa propre situation, il est important de prendre en considération certains points. À commencer, je dirais par la situation familiale. Suis-je marié? Ai-je des enfants? Divorcé? Ensuite, la situation patrimoniale et fiscale a toute son importance. Quel est mon niveau de fortune? Ai-je d'autres revenus à la retraite? Quel est mon taux de fiscalité, mon taux marginal d'imposition? Quelle est ma tolérance au risque? On sait que la rente est une option plus sécurisée. Le capital implique plus de responsabilités et plus de prise de risque. Ai-je les connaissances en gestion financière? Si vous êtes à l'aise avec la gestion de l'argent et les investissements, la santé, c'est vrai qu'il est important lorsqu'on a une bonne santé et que l'on prévoit de vivre longtemps. La rente nous permettra de bénéficier de plus de sécurité sur le long terme. Maintenant, on va avoir un petit résumé des points que nous venons d'aborder et je vais demander à Xavier de nous dire comment ça se passe concrètement en termes de chiffres, s'il te plaît. Volontiers, Milko. Ce
que je vous propose, c'est qu'on va prendre 12 exemples concrets entre la rente et le capital. Au niveau du premier exemple, on va prendre une personne, 65 ans, qui arrive à la retraite. Cette personne a accumulé dans sa caisse de pension 500 000 francs de capital et on a un taux de conversion de 6,8%. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce taux de conversion? Le taux de conversion va servir à convertir le capital accumulé en rente. Concrètement, si on choisit la rente, on va prendre l'épargne de la caisse de pension accumulée qu'on va multiplier par le taux de conversion, ce qui va nous donner la rente annuelle. Dans notre exemple, 500 000 francs de capital fois 6,8% de taux de conversion, ça veut dire que la personne va pouvoir bénéficier d'un revenu garanti à vie sous forme de rente de 34 000 francs par année. Par contre, si la personne choisit le capital, à ce moment-là, c'est un montant unique qui est versé en une seule fois et qui va être frappé d'un impôt. Ce fameux impôt qu'on a parlé avant, un impôt sur le revenu séparé des autres revenus, un taux préférentiel entre 1 et 9%. Ici, dans notre exemple, on a pris une imposition lausannoise, donc sur 500 000 francs, on a 38 000 francs d'impôt. Ce qui veut dire que cette personne aura 462 000 francs à disposition qu'elle devra gérer et vivre avec le plus longtemps possible. Considérons que ces 462 000 francs sont placés d'une manière sécurisée, on peut penser obtenir, si on ne prend pas trop de risques, on peut penser obtenir 1,5% de rendement. Donc si ce capital est placé à 1,5%, qu'elle souhaite quand même obtenir la rente de 34 000 francs par année, le capital serait épuisé après une période de 15 ans, soit aux 80 ans de la personne dans notre exemple. Donc concrètement, entre la rente et le capital, la rente, ça va être un revenu fixe, garanti à vie de 34 000 francs par année. Par contre, avec le capital, on pourrait obtenir la même rente, mais sur une période limitée dans le temps, à 15 ans, pour autant qu'on n'ait pas fait des erreurs de gestion au niveau de ce capital. Attention tout de même de prendre tous ces chiffres qu'on vous présente avec toute la précaution nécessaire. On n'a pas inclus dans notre exemple l'aspect fiscal. Comme on vous l'a dit avant, la rente, elle est imposée à 100% comme revenu. Le capital, lui, va être imposé dans votre fortune. Les rendements des capitaux placés sera aussi imposé comme revenu. Donc effectivement que cette donnée fiscale aura toute son importance. On n'a pas voulu d'une manière consciente aller plus dans les détails durant ce webinaire, mais je préfère vous rendre attentif quand même à ce point-là. Prenons maintenant l'exemple numéro 2, toujours les mêmes données de base. Donc, une personne qui arrive à la retraite à 65 ans, capital accumulé toujours 500 000, et là un taux de conversion de 5,2%. Pourquoi 5,2% alors que le taux légal est 6,8%? Alors j'ai bien précisé quand je vous l'ai dit, c'est le taux légal, 6,8%. La LPP, elle va dicter en fait des normes minimum légales. Par contre, la majorité des employeurs sur le marché couvrent leurs collaborateurs d'une manière supérieure à ce que dit la loi. Donc dès qu'on est dans quelque chose qui est supérieur que ce que dit la loi, on est dans une partie surobligatoire. Et la partie surobligatoire n'est pas gérée par la loi, mais gérée par la caisse de pension. Et la caisse de pension peut définir un taux de conversion inférieur sur la partie surobligatoire. Souvent, on a une partie surobligatoire plus ou moins grande, ce
qui veut dire que le taux moyen de conversion entre la partie surobligatoire et la partie obligatoire, on serait autour des 5,2% dans notre exemple. Dans notre exemple, 5,2%, si la personne choisit la rente, ce sera le capital accumulé 500 000 fois le taux de conversion 5,2%. Ici, la rente s'élèverait à 26 000 francs par année. Toujours le même calcul par rapport au capital. L'imposition reste identique, 38 000. Donc la personne a 462 000 francs à sa disposition. Si elle veut toujours obtenir la même rente de 26 000 francs avec son capital de 462 000 francs, toujours placé à 1,5% d'une manière sécurisée, à ce moment-là, le capital serait épuisé en 21 ans, soit aux 86 ans de la personne. Donc, si on compare un petit peu entre la rente et le capital, on voit qu'on peut tenir avec le capital sur une période de 21 ans, mais je vous dis toujours, je vous le rappelle encore, c'est prenez ces chiffres avec toute la précaution qu'il faut, étant donné qu'on devrait encore analyser vraiment l'aspect fiscal pour avoir quelque chose de vraiment juste. Milko, rente ou capital? Je vais confirmer ce que tu viens de dire, mis à part l'aspect successoral relatif au retrait du capital, la fiscalité est un facteur très important à prendre en considération, mais chaque situation est différente et nécessitera un conseil individuel. Des solutions de conversion de votre capital en une rente existent. Quand je parle de conversion en rente, on sort du deuxième pilier, on est dans le troisième pilier. Et l'idée, c'est de consommer ce capital avec une rente soit temporaire, que l'on peut appeler rente certaine, ou à vie, une rente viagère. Ceci permet de protéger les bénéficiaires, les enfants par exemple, d'un décès prématuré et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. On va rappeler quelques petits conseils. Renseignez-vous suffisamment tôt auprès de votre caisse de pension pour connaître les préavis de retrait. Enfin, tout d'abord connaître si un retrait en capital est possible et quels sont les préavis à donner à la caisse de pension. Prévoyez dans vos calculs un taux d'intérêt réaliste dans vos projections de rendement de capitaux. Établissez un budget pour connaître vos besoins de revenus à la retraite. Ne vous laissez pas influencer par vos collègues, vos amis, la famille sur le choix à faire. Chaque situation est individuelle, elle est unique. C'est la vôtre. Consultez un conseiller financier pour analyser votre situation personnelle et vous aider à faire le meilleur choix. En conclusion, le choix entre la rente et le capital dépend donc de votre espérance de vie, de votre tolérance au risque et de votre capacité à gérer votre capital. Là aussi, votre situation familiale est importante. La solution mixte peut présenter un bon équilibre avec une partie garantie en rente et une partie en capital pour agrémenter les premières années de retraite. Voilà. Xavier, comment Retraite Populaire peut aider nos invités? Alors, très brièvement, Milko, effectivement, on a des solutions. On a une solution de planification financière. Qu'est-ce que c'est? Ça va être d'analyser la situation de la personne, déterminer à quel moment c'est opportun de partir à la retraite, de faire le choix entre la rente et le capital en posant tous les aspects familiaux, patrimoniaux, fiscaux, etc. On a aussi, comme tu l'as évoqué, des solutions de rente, que ce soit des rentes sur une durée limitée ou des rentes qui sont garanties à vie. Toutes nos solutions sont totalement sécurisées et garanties. On va passer maintenant, si tu veux bien, Milko, aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'aide de l'onglet chat ou l'onglet conversation. Enfin, ça peut varier d'un ordinateur à l'autre. Alors, peut-être en attendant que les questions arrivent, Milko, je me permets juste d'interrompre.
C'est bien. Avant que les questions arrivent et qu'on y réponde, peut-être que je vous présente juste encore nos coordonnées, donc les coordonnées des intervenants du jour par rapport à ce webinaire. Voilà, nous sommes prêts pour les questions. Merci Xavier. Moi j'en ai une première là qui arrive. Bonjour, est-ce qu'à 49 ans c'est trop tôt pour penser à toutes ces questions? Est-ce que tu veux y répondre, Xavier? Alors ça, c'est toujours une bonne question, c'est de se dire, mais quand est-ce qu'on va commencer à se poser des questions, quand est-ce qu'on va commencer à se préoccuper de sa retraite et de ce choix rente ou capital? On dit que lorsqu'on arrive à 50 ans, on devrait commencer à y songer. Donc cette personne a encore une année où elle peut se permettre de ne pas y penser, mais dès l'année prochaine, à ses 50 ans, elle devra commencer peut-être à y songer. Au plus tard, je dirais à 55 ans. Il faut vraiment commencer à se plonger sur ces questions de retraite et ces questions rente ou capital. Merci Xavier. C'est vrai. Ça laisse une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années pour peut-être corriger le tir. C'est surtout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ici? Alors, tac. Le taux de conversion de 6,8% sur la totalité ou seulement sur la part obligatoire? Quel taux sur la part surobligatoire? Je crois que Xavier, tu as abordé le sujet, mais effectivement, on peut y revenir. Le taux légal de 6,8% est fixé par la loi. Il ne concerne que votre salaire soumis LPP, c'est-à-dire le plan minimum légal. Tout ce qui dépasse ce plan-là est converti au bon vouloir ou au bon pouvoir de la caisse de pension. Et comme l'a très justement dit Xavier, aujourd'hui, la moyenne se situe plutôt avec un taux mixte à 5,5% dans ces eaux-là. Alors c'est vrai qu'il existe presque plus de caisses de pension qui proposent un taux de 6,8% sur la totalité de la prestation sur le marché. Voilà, en espérant avoir répondu à cette question. C'est tout à fait ça. Ce qu'il faut bien regarder, c'est toujours quelle partie est soumise au minimum légal et quelle partie fait partie du surobligatoire. C'est une information qui est toujours très transparente de la part des caisses de pension que vous pouvez retrouver sur votre certificat individuel que vous recevez chaque année. J'ai pas... Ah, voilà, une question vient d'arriver. Bonjour, rente viagère des détails. Avec grand plaisir. Donc la rente viagère, c'est notre corps de métier depuis 1907. Qu'est-ce qu'une rente viagère? C'est un revenu garanti à vie qui sera acquis par le versement unique ou plusieurs versements sur une police d'assurance. Bénéficier d'un revenu à vie avec des choix de réversibilité ou de restitution. Chez Retraite Populaire, nous avons différentes variantes possibles, mais cette rente viagère est surtout intéressante fiscalement. C'est vrai qu'elle ne sera pas aussi imposée que les revenus du deuxième pilier, dépendant aujourd'hui de l'année de conclusion. Ces taux peuvent être très bas et permettent aussi de protéger l'entourage, je dirais principalement l'épouse, les enfants, mais aussi les autres héritiers, par la restitution du solde du capital qui n'aurait pas été consommé. Voilà. Contrairement à la question suivante, où on nous parle de rente certaine, la rente certaine est une rente temporaire. Je vais peut-être laisser Xavier vous parler de la rente certaine. Volontiers, Milko. Alors, comme tu l'as très bien dit, c'est une rente temporaire, donc on va verser une somme sur une police d'assurance de rente immédiate, certaine, et on va choisir combien de temps on souhaite avoir un versement de rente. Un versement de rente sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, c'est vous qui allez définir en fait la durée du versement de la rente. Ce qui peut être avantageux, c'est tout à coup si on a des échéances de troisième pilier ou si on a retiré une partie de son capital, justement pour agrémenter, pour élever son revenu les premières années de retraite, on pourrait l'investir
dans ce genre de produit et avoir un revenu supplémentaire, complémentaire pour les 10-15 premières années de retraite où on se dit, c'est là où je veux faire plus de choses, c'est là où j'aurai la santé et c'est là que j'ai envie de plus profiter de la vie. J'ai encore quelques questions ici. Bien. Ces deux rentes peuvent-elles être modifiées en cours de route? Alors là, on parle, j'imagine, des rentes du troisième pilier. Alors, selon les variantes choisies, oui, il y a des modifications possibles, des résiliations, rachats possibles. Mais en règle générale, lorsqu'une rente viagère ou une rente certaine est mise en place, il vaudrait mieux aller jusqu'au bout avec la solution choisie. Voilà, il ne faut partir du principe que la rente ne va pas changer en cours de route. Elle n'est pas indexée à l'inflation. C'est peut-être ça que la personne voulait dire. Tout comme le deuxième pilier n'est en général pas indexé non plus. Donc les rentes, partir du principe qu'elles ne sont pas indexées. Après, si la compagnie d'assurance à son vouloir qu'on va l'année vous donne une participation, ce sera la cerise sur le gâteau. J'ai une question d'un employeur ici. À partir de combien d'employés devons-nous séparer la caisse de pension entre les cadres et les employés? Question pertinente. Je pense que ça ne concerne pas forcément le nombre de collaborateurs, mais je dirais peut-être une précision. Un propriétaire d'entreprise tout seul ne peut pas être assuré séparément et de manière plus favorable que ses collaborateurs. Dès le moment où on aura des employés qui ne sont pas propriétaires de l'entreprise, on peut commencer à créer un plan différent pour les cadres des employés. Voilà, on reste à votre disposition pour répondre à ce type de questions de manière individuelle. Ici, j'ai encore, pouvez-vous reprendre ce qui était dit par rapport à la solution mixte, rente, capital, car c'est le moment où le son a coupé. Navré, désolé pour ceci. Xavier, je te laisse reprendre. Oui, alors, c'est une possibilité qui existe de se dire, je prends une partie de mon avoir sous forme de capital et une autre partie de mon avoir sous forme de rente. L'avantage principal de cette solution, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On diversifie un peu son avoir de deuxième pilier. On a une partie garantie qui est versée sous forme de rente et on a une partie sous forme de capital qui peut agrémenter les premières années de retraite ou si on a besoin peut-être d'aider par exemple nos enfants ou si on a différents frais en début de retraite. Après, il faut toujours bien être conseillé, bien faire son calcul, bien regarder son budget, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai comme frais fixes, qu'est-ce que j'ai besoin de revenus qui soient versés régulièrement pour payer justement ces frais fixes et quelle part de capital puis-je me permettre. Merci beaucoup. Ah, encore une question. Oh, peut-être la dernière, Milko. Oui, bonjour. En cas de rente capitale, comment est l'impôt sur la fortune? Voilà la question qui est posée. Alors, au niveau de la rente ou du capital, comment est l'impôt sur la fortune? Ça dépendra de votre niveau de fortune au 31-12 qui figurera dans votre déclaration fiscale. Donc, si la rente, vous la dépensez tous les mois, il n'y aura pas d'accumulation de fortune, ce qui veut dire pas d'imposition sur la fortune au niveau de la rente. Par contre, le capital, il y a de fortes chances que vous ayez l'imposition sur la fortune parce que vous allez, en tout cas, on ne va pas vous recommander ou vous conseiller de dépenser tout votre capital sur une année. D'accord? Donc, automatiquement, vous aurez un capital résiduel qui va faire partie de votre fortune chaque année. Après, tu peux me donner un exemple, Xavier? Excuse-moi. Un exemple, je pense dans la question, comment est l'impôt sur la fortune? Est-ce qu'on arrive à chiffrer cet impôt sur la fortune, dépendant du capital? Dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure avec 500 000 francs ou 460 000 francs de capital,
admettons qu'il n'y ait que ça pour ce contribuable dans le canton de Vaud, donc à Lausanne, qu'est-ce que ça peut représenter environ un demi-million d'impôts enfin, quel est l'impôt sur la fortune pour un capital d'un demi-million à Lausanne environ? Voilà, moi j'ai pas les tabelles en tête, mais on peut parler quelque chose de 1 pour 1000 d'imposition. Donc 500 000, 500 francs d'imposition par année. Quelque chose comme ça, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. Très bien, Milko. J'espère qu'on a pu répondre aux attentes des gens par rapport à ce webinaire en 30 au capital. Je sais pas mon... Attends, Octavier, avant de quitter tout le monde, il y a une question très intéressante ici. Comment devons-nous procéder à un rachat de caisse de pension dans la pratique? On sort un tout petit peu du sujet, mais c'est important parce que ça va nous donner une précision supplémentaire pour les personnes qui auraient procédé à des rachats ces dernières années. Tout à fait. Alors, je peux peut-être m'avancer sur la réponse. Lorsqu'on fait des rachats, qu'est-ce que ça veut dire le rachat? Ça veut dire que je prends de l'argent personnel de mon compte courant, de mon compte épargne, que je souhaite investir, injecter dans ma caisse de pension. L'avantage du rachat, ça va être d'augmenter en fait la rente que je vais toucher à la retraite. L'autre avantage du rachat, il est au niveau fiscal, mais attention, je prends des guillemets. En général, normalement, le rachat peut être déduit de votre revenu imposable. Avec des mais et des si. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il faudra bien vous renseigner si le rachat peut être déduit de votre revenu imposable ou pas. Ensuite, lorsqu'on arrive à la retraite, il faudra faire attention parce que si on a une velléité de prendre du capital à la retraite, on doit faire attention de ne pas faire un rachat dans la caisse de pension 3 ans avant sa prise de retraite. Ça, c'est une règle fiscale, mais c'est aussi une règle LPP. Okay. Ensuite, si vous souhaitez prendre la rente, alors là, aucun souci. Vous avez la possibilité de faire des rachats de votre caisse de pension afin d'augmenter votre rente jusqu'au dernier jour. Mais par contre, cette règle des 3 ans, elle est très importante. Si vous avez une envie de prendre du capital, il ne faudrait pas faire de rachat dans les 3 ans avant la prise de retraite. Sur ce, on remercie tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère avoir été assez pertinent et avoir répondu à certaines de vos attentes. Comme je le disais en début, nous allons vous envoyer cette présentation ainsi qu'une petite vidéo lorsqu'elle sera prête dans les jours qui viennent. On vous remercie et on reste à votre disposition en cas de questions individuelles. Voilà, merci. Bonne journée, merci. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.